Chers internautes, depuis les États-Unis, Bénin Info vous présente le débat de la diaspora béninoise de Washington DC métropolitain. Aussi, nous vous informons que les cartes d'électeurs sont disponibles. Pour ceux qui se sont fait enregistrer, vous pouvez aller les retirer. Par ailleurs, le premier tour des élections présidentielles au Bénin est reporté pour le 6 mars. Suivez-moi sur le plateau du débat. Bonsoir, vous êtes sur Diaspora Echo, le débat de la diaspora béninoise à Washington. Nous allons débattre aujourd'hui des élections du Bénin. On va passer aux présentations. Maurice Béda. Tito Echrik. Isidore Fassinon. Georges Kochou. Ambroise Agossé. Moi, c'est M. Azoumé Christophe, le promoteur de Bénin Info. Bon, chers amis, bonsoir. Bonsoir. Nous allons discuter un peu sur la situation des élections au Bénin. Nous allons parler du Bénin, principalement de comment le Bénin a été géré jusqu'à nos jours. Donc, la première question, ce ne serait pas un débat, mais chacun va donner son opinion sur la gestion de notre cher pays, le Bénin. Voilà le premier tableau de ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon. Quels sont les mots qui minent la gouvernance du Bénin sur le plan économique et politique? Nous savons qu'au Bénin, il y a beaucoup de polémiques après la gouvernance du président Yahya Boni. Les gens parlent d'une mauvaise gestion économique ou d'une politique qui n'est pas très claire. Il y en a qui parlent aussi de la charrue devant les bœufs et ainsi de suite. Donc je voudrais que chacun de nous essaie de donner son opinion sur la gouvernance au Bénin. Maurice Béton. Oui, mais la gouvernance au Bénin, quand on veut parler de la gouvernance au Bénin, il ne serait pas louable de simplement parler de la gouvernance au moment de Yahya Boni. La gouvernance au Bénin, nous le savons bien, n'a pas changé réellement de méthodologie. Les présidents, d'ailleurs, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent avec un groupuscule de politiciens et chaque fois vers leur départ, c'est au départ ou au fin de mandat de chaque président qu'on constate que bon, il a mal fait ci, il a mal fait ça et tout le monde en parle. Donc moi j'aurais préféré qu'on mette le débat sur quelles sont les problématiques gouvernementales au Bénin. Pas simplement vouloir dire simplement à propos du temps de Yahya Boni. Parlons du temps depuis l'indépendance. Comment la gouvernance est-elle appliquée au Bénin depuis l'indépendance jusqu'à nos jours? Cela serait plus intéressant, selon moi. Bon, dites-moi en quelques mots votre appréciation de la gestion du Bénin depuis l'indépendance alors. Oh, depuis l'indépendance, la gestion du Bénin n'a pas été très belle. Et je le dis simplement parce que je me souviens très bien, dans les années 72 ou 73, où le Bénin avait, par exemple, nous avons des industries. Le Chevrolet était créé au Bénin. Nous avons des Chevrolets au Bénin. Le Bénin était l'un des premiers exportateurs du palmier à huile. Aujourd'hui, est-ce que le Bénin fait la même chose? C'est ça qui prouve que le Bénin n'évolue pas économiquement. Bien qu'aujourd'hui on parle d'une croissance de 6%, mais cette croissance de 6% ne se voit pas dans comment on appelle, les paliers de la ménagère. Ça veut dire que le Bénin n'a pas été gouverné comme cela se doit et il faudrait faire un réel changement. Voir comment ne plus gouverner le Bénin par rapport à des décisions qui ne suivent pas les réels besoins des Béninois. Il faudrait que la gouvernance
part de la base pour venir vers les gouvernés. Bon, dites-moi rapidement quelque chose sur la gestion du Bénin dans la période démocratique. Vous avez 1 minute pour ça. La gestion du Bénin dans la période démocratique, je ne peux que parler de la bonne gestion qu'on a eue dans la période démocratique. C'est simplement la gestion du président Nicéphore Soglo, où au Bénin, on a constaté que les choses ont commencé à changer. Le palier de la ménagère a commencé à être rempli. Mais malheureusement, à cause de la politique politicienne, cela s'est arrêté. Soglo n'a pas pu faire un second mandat. Et c'est ça le problème. Monsieur Béton, parlez-moi en 30 secondes de Yahya Boni. Yahya Boni, ce serait difficile de parler de Yahya Boni. Yahya Boni, dites-moi de parler de la politique dans la période de Yahya Boni. Ce serait la meilleure chose. Parce que j'ai toujours dit quelque chose. Oui. Le problème du Bénin, il serait inutile de dire le problème du Bénin est spécifiquement un président. Mais le problème du Bénin est un système. C'est un système qu'il faut briser au Bénin. N'importe quel président on met au Bénin ne pourra rien faire si le système est toujours en place. Ok, d'accord, je comprends votre approche. Monsieur Tito, Oui. quelle est votre approche sur la gestion du Bénin au niveau du président Yahya Boni? Pour ne pas trop retourner sur sa question, effectivement, si je peux dire, si on peut ramener ça sur juste le président Yahya Boni. Sur le président Yahya Boni, Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est le résultat qu'on a aujourd'hui. Ouais. Parce que tout ce qui découle aujourd'hui, tout ce qui se passe à l'heure actuelle au Bénin, relève du dernier candidat qu'on a eu. Vu la façon dont tout a été créé au départ, il y a eu la démocratie, il y a eu le multipartisme, il y a eu la liberté d'expression, et il y a eu beaucoup de choses qui ont fait du Bénin ce qu'il est aujourd'hui. Et ce qui découle de ça est un résultat chaotique et qui remet en question en fait cette problématique qui est la question suivante qui va suivre, et c'est le résultat en fait de cette gouvernance, des mots de cette gouvernance. Un exemple de mots de la gouvernance du président Yahya Boni. Ouais, un exemple de mots de cette gouvernance, c'est ce qu'on voit aujourd'hui entre les différents partis, ce qui se passe aujourd'hui. On voit que au sein même de cette gouvernance, il n'y a aucune coalition. Il y a en fait une division. Mais Yahya Boni est arrivé avec une coalition. Il est arrivé avec une coalition, mais ce n'est pas ce que l'on voit. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas le résultat d'une coalition. Il y a une division dans la coalition, vous voulez dire? Oui, tout à fait, c'est ce qu'on voit. C'est le résultat c'est le résultat. Donc c'est ce que vous reprochez à sa gouvernance. En quelque sorte, oui. Ok, monsieur Fassénon, parlez-moi un peu de la gouvernance du Bénin depuis les années 60. Je voudrais que vous me parliez de ça en 2 étapes. Oui, la première étape de 60 à... Écoutez, ouais. Si vous me demandez de parler de la gouvernance depuis 60, ouais. je parlerai en l'air, parce que je ne suis pas témoin de certains faits. J'aurais seulement lu certaines choses à propos de cette période. Mais si vous me demandez de parler de la gouvernance depuis le renouveau démocratique, ou même un peu plus tard, un peu plus en arrière, dans la période du PRPB, là d'accord. Est-ce que vous voyez? Alors, donc si nous prenons la gouvernance à partir de la période démocratique jusqu'à là où nous sommes, ça c'est un échec.
c'est le chaos. Depuis la démocratie. Depuis la démocratie. Et je peux vous dire quelque chose. Quand vous prenez quelqu'un au Bénin, et vous prenez quelqu'un de l'extérieur, en France ou bien aux États-Unis, au Japon, ces deux personnes ne peuvent pas avoir le même jugement. Ils ne peuvent pas avoir le même jugement parce que nous sommes ici, par exemple, nous voyons comment les choses se font. Nous voyons comment la politique bénéficie au plus bas peuple. Mais chez nous au Bénin, le plus bas peuple est délaissé. On ne s'occupe pas. Ce n'est pas le problème des politiques au Bénin. Alors qu'en réalité, politique veut dire ce qui concerne le peuple. Mais ça n'a jamais été le cas depuis que nous avons parlé de démocratie, depuis, je ne sais pas, les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc selon vous, vous ne voyez pas de progrès politique d'aucun gouvernement depuis la période démocratique? Mais quand M. Boébeton me disait tout à l'heure que Soglo a fait un pas, mais ça c'est normal, c'est le premier président que nous avons eu à l'ère du renouveau démocratique. Est-ce que vous acceptez que Soglo a fait un pas? Bon, ça c'est normal qu'il ait fait un pas parce qu'il était le premier. Donc ce n'est pas totalement un échec comme vous le voyez. Je dis que depuis notre renouveau démocratique jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement 25 ans. C'est un échec. Mais c'est le chaos. Ouais, mais si on n'a pas bougé d'un point, d'un iota. Ok. D'accord, je comprends votre point. Nous allons passer. Oui. Ouais, si je peux intervenir aussi à ce sujet. En parlant du Bénin, on peut dire, et tout, en Afrique en général, on reconnaît le Bénin comme étant l'un des pays sur le plan non seulement politique, démocratique, qui est un pays exemplaire. Et si on va repartir en arrière, et si on veut comparer le Bénin à d'autres pays de la sous-région où on parle de démocratie, et on voit ce qui se passe au Bénin quand on veut parler de multipartisme. On voit qu'au Bénin, même il y a eu des présidents qui ont fait des mandats et qui vivent librement comparativement à d'autres pays qui ont connu des gouvernements de dictature. Ouais, vous voulez parler de qu'on appelle l'alternance au Bénin et la liberté. Voilà, la liberté au Bénin. Ok, je comprends. Monsieur Georges, quelle est votre approche sur le sujet et l'évolution Moi, je pense que la gouvernance au Bénin. La gouvernance au Bénin, elle est à demi-teinte. Dans la mesure où le Bénin, comme la Chine, la Malaisie et bien d'autres pays d'Asie, dans les années 60 était au même niveau, comme beaucoup d'autres pays africains. Donc parce que pour juger quelque chose de bon ou de mauvais, il faut le comparer à quelque chose d'autre. On voit que de l'autre côté, ils sont devenus des dragons, ils ont émergé, mais de notre côté, rien n'a bougé. Et c'est un signe qui ne trompe pas. Il y a un problème endogène. Maintenant, pour ne pas épiloguer pendant longtemps, je vais prendre à partir des années 90, la démocratie à partir du président Soglo. D'abord pas la conférence nationale. C'est vrai, la conférence nationale a réglé un problème d'alternance de liberté, de fin de régime marxiste-léniniste. Mais la conférence nationale a créé un monstre ou bien une jungle avec des monstres. Expliquez-vous. C'est-à-dire, voilà une conférence nationale qui nous donne le loisir d'avoir un système démocratique dit intégral, où tout le monde peut créer un parti politique
et tout le monde a une opinion, personne ne sait travailler ensemble. Donnez-moi un seul rassemblement qui a tenu depuis qu'on a eu la démocratie, zéro. Et de ce système n'arrive jamais à produire à son intérieur celui qui va le diriger. Quelqu'un qui est un pur produit du système. Il n'y a jamais eu. Il faut seulement aller chercher l'homme providentiel de quelque part et l'amener, et c'est lui qui fait l'œuvre. Et c'est un échec, hein. Il faut se dire la vérité. Nous avons la liberté, comme en Afrique du Sud, ils ont la liberté, comme peut-être ailleurs, ils ont la liberté, mais de façon fondamentale, le système n'arrive pas à s'autosuffire, à générer les gens qui doivent le gérer. Ça, c'est un vrai problème pour notre démocratie. Donc, au plan économique, comme au plan politique, ça va de pair. Parce que si je vous comprends, le renouveau démocratique nous a conduit vers l'échec économique et politique. Non, dit échec économique et politique, dans une certaine mesure, oui. Parce que quand je prends par exemple au temps de la Révolution, nous on est nés au temps de la Révolution, on a appris ce qu'on appelle le patriotisme. Il y a un minimum qu'on nous enseignait à l'école par rapport à notre patrie. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est la course effrénée vers l'argent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le fondamental qu'est la nation, la patrie, il est difficile de construire cela. Et c'est un vrai problème aujourd'hui. Parce que vous parlez de démocratie. Une démocratie qui ne nourrit pas son peuple, elle sert à quoi? Et le taux de chômage au Bénin, qui connaît ça? Tous ces jeunes qui sortent de l'université sans rien. Notre démocratie n'a pas réussi jusque-là à mettre en place une politique d'adéquation qui permette que ce que nous enseignons permette à quelqu'un de vivre. Non. Donc, je ne vais pas finir comme ça. Et je vais dire quelque chose qui va toucher toute la classe politique et de tous ceux qui ont géré, tous ceux qui ont participé. Vous savez, il y a dans le monde au minimum 2 modèles de gestion qui permettent au peuple de se sentir concerné par la chose publique et de se retrouver dans ce qui se fait. Soit vous décidez d'appauvrir le peuple, de rendre le peuple toujours nécessiteux, et vous tenez le peuple en haleine, chaque fois on crie vers vous et vous venez au secours du peuple, ou, comme j'ai vu dans certains pays en Asie, vous rendez une certaine liberté économique aux gens à telle enseigne que eux, ils ne s'occupent plus de votre gestion politique parce qu'ils sont à l'aise, ils peuvent faire leurs activités économiques et c'est à vous maintenant de les convaincre pour dire venez participer à la gestion de la politique. Mais chez nous, malheureusement, j'ai comme impression, je peux me tromper, mais j'ai comme impression qu'on a choisi l'autre voie, c'est-à-dire garder le peuple toujours pauvre et de temps en temps venez lui jeter des miettes et puis le peuple prend et puis la vie continue. Merci M. Georges pour votre intervention. M. Ambroise, quel est votre point de vue sur cette situation? Merci beaucoup. Et contrairement à mes précédents, moi je ne vais pas faire l'histoire parce que sur le plateau je parlais être le plus jeune. Donc je ne vous ferai pas un bilan de l'indépendance et du renouveau démocratique, non. Et je vais aller droit à la question, les mots qui naissent, la bonne gouvernance au Bénin, c'est ça, je crois, si je ne me trompe pas. Et pour moi, c'est très simple. C'est le système éducatif et la politique. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut renforcer, je ne dis pas revoir, il faut renforcer le système éducatif. C'est ça le premier point. Ça, vous parlez du social d'abord? Oui, non, oui, dans une certaine mesure, oui, du social d'abord. Il faut renforcer le système éducatif. Renforcer le système éducatif, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde doit aller à l'école. Ce n'est pas seulement un groupe qu'il faut cibler pour éduquer, comme on fait enseignement gratuit, je ne sais pas, pour les filles ou bien non. Tout le monde, quoi qu'en soit le niveau. Ici, les gens sont 10 ans et ils demandent d'aller à l'école. Il faut que le peuple d'abord comprenne qu'on ne va pas à l'école pour être riche. Dans un premier temps, on va à l'école, premièrement, pour son épanouissement personnel. Il faut que le peuple comprenne ça. Et c'est seulement à cette seule condition
que nous allons enlever les barrières de mythe. Voilà ce qui se passe. Quand on a un problème, on ne sait qui est qui, tout simplement parce que le peuple ne comprend pas. Le peuple n'a pas le niveau requis pour faire le discernement. Et le deuxième point que je disais, pour éviter, pour assurer une bonne gouvernance, il faut dissocier le social du politique. C'est-à-dire quoi? Le président est là. Certes, nous avons des départements ministériels. Ils ont des attributions. Mais cependant, ce n'est pas le président qui décide de la route à construire, des écoles à construire dans telle zone, des hôpitaux à construire. Non, le social doit être différent, doit être dissocié du politique. Et je crois que comme ça, les gens ne vont plus courir derrière le président, derrière ceux qui gouvernent, derrière je ne sais pas. Après un quart de siècle de maturité démocratique, l'alternance est devenue une réalité au Bénin. Pourquoi les candidats qui ne sont pas issus de partis politiques posent problème au Bénin? Bon, c'est la question à débat. Je voudrais qu'on vous mettez de l'eau dans votre vin. Et je vais demander à monsieur votre nom. Ambroise, s'il vous plaît, de prendre la pêche. Ok, merci beaucoup. Et pour moi, la réponse est tout simple. Et vous le savez bien que moi, quand toute chose, l'expérience joue beaucoup. Donc, quand vous sortez quelqu'un qui n'était pas dans la politique, pour les élections présidentielles, bon, c'est normal que les gens s'inquiètent. Le peuple se demande, est-ce que celui-là a d'expérience? Est-ce que celui-là pourra? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ça pose problème parce que les partis politiques n'ont pas d'idéologie. Les partis politiques au Bénin n'ont pas d'idéologie. Parfois, même sous d'autres sujets, nous disons qu'il n'y a pas de partis politiques au Bénin. Il y a des rassemblements de peuple. Parce que les partis politiques, si on avait des partis politiques qui ont une idéologie claire, ils devaient être représentatifs partout. Vous allez constater que de l'autre côté, quand quelqu'un est du Nord, il a sa popularité au Nord. Quand quelqu'un est de l'Umi, il a sa popularité dans l'Umi. Quand quelqu'un est du Mono. Donc, le choix de quelqu'un qui n'est pas issu d'un parti politique pose problème. Tout simplement parce que les partis politiques n'ont pas d'idéologie. Tout simplement parce que le niveau éducatif du peuple est bas. J'ajoute ça. Je vais toujours le répéter. Parce que c'est très important. Il n'y a rien que vous puissiez faire si le système éducatif n'est pas solide. Et enfin, ça pose problème parce que les gens estiment que quand tu n'as pas d'expérience dans quelque chose, tu ne pourras pas y aboutir. Je crois c'est ça qui fait que le choix d'un candidat qui n'est pas issu d'un parti politique pose problème. Je vous remercie. Ok, et ça c'est votre approche de la question. Oui. Monsieur Georges. Moi, je vais vous décevoir. Le choix d'un candidat qui n'est pas du système politique, qui n'est pas issu des partis politiques, ou entre autres, le mot qui lui manquait, les clubs électoraux, pose problème, en fait ne pose aucun problème. Ça pose problème à ces membres de ces clubs électoraux qui se sont rendus compte que le système politique qui est issu de la conférence nationale ne permet pas l'éclosion des valeurs internes. Parce qu'en fait, ça n'a pas créé un système politique. Ça a créé un rassemblement des gens qui choisissent les gens quand ils veulent. Et c'est ça le vrai problème. Ceux qui dénoncent que les gens qui ne sont pas issus normalement du système posent problème, c'est ceux-là qui sont dans ces clubs électoraux. Et ils ont fait fonctionner la machine d'une certaine manière que la machine les a broyés. Chaque fois, on a vu qu'il y a eu toujours des partis politiques qui se rassemblent. Et quand quelqu'un vient au pouvoir, il fait tout pour détruire ces partis-là.
Qu'est-ce qui lui donne la force de détruire ces partis? C'est simplement parce que le système permet que ce jeu-là continue. Donc, ces gens qui sont issus de ces... que ce soit des gens, des hommes d'affaires, ou que ce soit des financiers, ou des professeurs qui sont venus de l'étranger, n'importe qui peut être candidat au Bénin. Ça ne devait pas être un problème. Parce que si le système est bien assis, le système même va rejeter ce qui ne lui appartient pas. Jeter n'importe quoi dans la mer, ça finit par ressortir. Mais comme le système n'est pas assis, le système peut accepter tout. Et ici, moi je pense que si on laisse cet aspect de politicien de côté, pour gérer une nation, on n'a pas besoin d'être d'abord politicien. Et il faut avoir ce qu'il faut pour mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut, et avoir une vision claire de ce qu'on veut pour l'aspect de son mandat, par exemple. Où est-ce que nous sommes à un point aujourd'hui? Où est-ce que je veux que ce peuple soit dans 5 ans? Et c'est cette vision qu'on présente au peuple. Si le peuple y adhère, maintenant, le peuple suit. Et à la fin, on voit si ce que tu as dit là, est-ce que tu as pu faire ça? Est-ce qu'au bout de 5 ans, c'est arrivé? Donc, le fait d'être un politicien de carrière ne veut rien dire. C'est la capacité de quelqu'un à pouvoir gérer qu'il faut regarder. Donc, ça pose problème pour des gens qui voient que, bon, ok, les hommes d'affaires sont rentrés dans le système, beaucoup d'argent rentre dans le système, nous, on ne peut pas compétir parce que notre système démocratique n'est pas assis sur des débats d'idées, mais c'est assis sur la capacité de s'appuyer sur son ethnie, la capacité de s'appuyer sur les moyens financiers, la capacité de s'appuyer sur des affinités. Et c'est ça qui est le problème. C'est pourquoi dès que vous allez regarder, pendant les 10 ans du président Yahi, on a découvert tout ce qu'il y a comme faille dans le système démocratique. Il a réussi à titiller tout le système. Et aujourd'hui, le dernier maillon qui reste, c'est ça les hommes d'affaires. Ils ont dit, ok, c'est nous on payait avant, vous êtes des présidents, mais vous ne faites pas ce que nous voulons parce qu'après on a des problèmes avec vous. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes dans la course. Et du coup, ça a créé une peur au niveau des politiciens parce que si on ne donne pas l'argent, on ne fait pas politique. Je vais vous poser une question. Ouais. Quelle est votre approche de la candidature de M. Zinsou Lionel? Très bien. Zinsou Lionel, personnellement, est une fierté pour le Bénin. Parce que n'importe quel Béninois n'arrive pas au niveau où il est arrivé. Ça, c'est une réalité qu'il faut reconnaître. Moi, je suis à l'étranger, je suis aux États-Unis, je sais ce que ça veut dire, réussir. Maintenant, de là à ce que Zinsou Lionel devienne président, j'ai un problème. Et je ne l'ai jamais caché. Vous voyez sur ma page, j'ai toujours posé le problème. C'est-à-dire que quoi? Après avoir servi la France, tout ce temps, à ces hautes fonctions, la mutation, comment ça se passe? C'est un point d'interrogation. Mieux, étant donné que Zinsou a des penchants, par exemple, par rapport au CFA, je connais toutes les statistiques qu'il a données par rapport à la valeur aussi infime que représente le CFA dans le système mondial. Oui, mais toujours est-il que la monnaie est l'élément central de souveraineté d'un peuple. Quand il est détenu par quelqu'un d'autre, il y a problème. Maintenant, quand lui dit qu'il suppose, quand lui suppose qu'il faut agrandir ça aux autres, j'ai un peu de problème. Un instant, on va revenir à vous tout à l'heure, et principalement sur le problème du franc CFA. Monsieur Fasseno, quelle est votre approche du problème? J'allais sauter dire un mot. Non, vous n'avez pas, ça va revenir à vous tout à l'heure. Moi, je crois que, comme on a dit Couture tout à l'heure, un élément étranger au système politique de notre pays à une élection présidentielle ne devait pas poser de problème. Normalement, ne devait pas poser de problème. Que ce soit commerçant ou quelqu'un issu d'un milieu politique extérieur. Mais en réalité, qu'est-ce que nous constatons au pays? Au pays, c'est au moment des élections que les calculs commencent par se faire. Il n'y a pas comme il le disait, il n'y a pas des partis politiques. Nous avons des regroupements. Des gens qui sont là seulement pour faire en sorte que, bon, qu'ils puissent avoir leur part dans le partage du gâteau. C'est ça ce qui se passe au Bénin. Donc la politique,
c'est un jeu de table qu'on se fait, on se partage les fourchettes et couper le plus grand morceau de son côté. Et comme ça, nous avons vécu dans un système où, à l'approche des élections, on sort de l'argent pour acheter des consciences. Et parfois, même après l'achat des consciences, on ne trouve même pas c'est-à-dire le vote normalement. Monsieur Bassel, excusez-moi, le vote normalement n'est pas. Le vote normalement n'est pas exprimé. Est-ce que vous voyez? Oui, et ce qu'on discute au fait, comment on appelle, c'est la problématique sur. C'est là où je voulais en venir. Alors donc pour ces éléments dont on vient de parler, oui, ces étrangers, ces éléments nouveaux au système politique, ils sont arrivés, la population ne les connaît pas. Alors qui sont ceux qui font leur entrée sur la scène? C'est le même système qui les oblige à venir. Et quand ils viennent, ça devient un sujet tabou, où les hommes politiques, entre eux, commencent pas à se tirer. Et quand ça se passe comme ça, quand ça se passe de cette manière, le peuple ne sait même plus où rester. Le peuple ne sait même plus où donner la tête. Et c'est ça le réel problème quand ces individus-là arrivent, et c'est le cas de ces commerçants ou bien le cas d'un frère qui a eu passé toute sa vie à l'extérieur. Vous parlez de Lionel Zinsou. Merci pour votre approche du problème, monsieur Tito. Oui, merci. Parlez-nous un peu de cette problématique. Ouais. Et effectivement, bon, la question est une très grande question. Parce que moi, je trouve qu'elle a une double face. Une face positive et une face négative. Bon, quand on veut parler de démocratie, c'est d'abord, quand on veut parler de n'importe quel pays africain, c'est quelque chose de nouveau. Parce qu'il faut voir d'où on est parti. On a eu, depuis l'indépendance, qui a suivi, bon, dans certains pays, des régimes dictatoriaux et tout ça, et où on est revenu enfin à la démocratie. Donc la démocratie, quand en Afrique, je veux parler, c'est quelque chose de nouveau. Mais chaque pays a une particularité. Pour ce qu'il en est du Bénin, le Bénin a sa particularité parce que la démocratie qui est vécue au Bénin n'est pas la même que dans tous les autres pays en Afrique. Il y a eu partout en Afrique, il y a la démocratie. Mais le Bénin a une particularité, et ce qui fait la personnalité du Béninois même. Béninois étant révolutionnaire et tout, c'est ce qui fait sa particularité. Ce qui est bien du côté démocratique, cette démocratie qui est mélangée à tout ça au Bénin, ce qui fait qu'aujourd'hui on trouve des hommes d'affaires qui peuvent être candidats, des partis, des gens qui sont issus de partis et un peu de tout. C'est une particularité qui sort de la personnalité même du Béninois. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Ailleurs, on peut parler de démocratie, mais en dessous, il y a toujours une certaine forme de dictature qui est en dessous. Mais particulièrement au Bénin, cette maturité n'y est pas encore. Elle est encore en train de se construire. Monsieur Tito, je vous comprends encore. Sur la problématique de candidature, ce que vous dites, nous allons revenir un peu à beaucoup développer cette partie. Donc, monsieur Béton, vous pouvez intervenir sur le problème de candidature de personnes issues d'une personne qui n'est pas issue de parti politique. Okay. Non mais monsieur Georges Koucho a dit, monsieur Georges Koucho a dit en grande partie la réalité. Il faut, quand on veut parler du Bénin, ça me fait rire quand on commence aujourd'hui en 2016 à parler de personnes venues d'ailleurs,
personnalités, des commerçants qui ne sont pas issus des partis, je me pose la question, depuis quand un président béninois est issu d'un parti? Depuis quand? Depuis la conférence nationale. Nicéphore Soglo n'était pas d'un parti. Ok? Et il a été président. Après, Kérékou n'avait pas de parti. Il s'est constitué avec des NCC et autres partis qui l'ont soutenu. Yahi Boni n'avait pas de parti. Et alors, pourquoi aujourd'hui on veut diaboliser ceux qui ne sont pas d'un parti politique? Un commerçant peut être président au Bénin. Et M. Georges Couchon l'a dit tout à l'heure. Il faudrait qu'on sache si la personne a les potentialités pour gouverner le Bénin. Et je veux repartir même quand... Parce que moi, j'aime... Il est vrai, je ne suis pas né à cette période, mais j'aime me documenter sur l'histoire du Bénin. Il faudrait savoir que le Bénin, depuis 1953, 1954, 1956, avant même l'indépendance, le Bénin avait 3 partis. Le parti républicain du Dahomey et le parti démocratique du Dahomey. Et il y avait aussi un parti indépendant du Dahomey. Et c'est cela qui a fait la cession des Mangas à Piti pour devenir président au Bénin. Donc, la démocratie au Bénin avait commencé depuis le colon. Malheureusement, le PRPB a pris le pas pour donner une connotation marxiste-léniniste au Bénin avant qu'on ait, dans les années 90, le renouveau démocratique. Mais ce renouveau démocratique n'a pas donné elle a été fait sur mesure pour satisfaire ceux qui étaient venus de l'extérieur pour maintenant prendre le pouvoir chez les militaires. Et dans cette période juste, ils n'ont pas su mettre les barrières législatives qu'il fallait dans notre constitution pour que le Bénin puisse évoluer démocratiquement comme cela se doit. Et Georges Couchon, je repars même à Georges Couchon qui a déjà dit tout à l'heure que c'est la période de Yahi Boni qui nous a fait ouvrir les yeux pour voir qu'en réalité, le législatif, le judiciaire et l'exécutif ne font pas ce qu'il faut faire parce que la Constitution est faite de telle sorte que le président a tout pouvoir. Et il peut juguler avec tous ces autres systèmes, avec tous ces autres, comment on appelle, comme pouvoir, et toujours continuer à faire ce qu'il veut. C'est pourquoi, selon moi, la Constitution du Bénin a besoin d'être revue. Pas nettoyée. La Constitution, il y a trop de bonnes choses dans la Constitution. Non, c'est ça, il y a trop de règles qui sont dedans, mais il faudrait réellement donner le pouvoir à tous les... Vous voulez dire qu'il faudrait qu'on aille vers une révision de la Constitution? C'est nécessaire. D'ailleurs, même s'il n'y a pas ça, toute Constitution a besoin de... Même aux États-Unis ici, la Constitution, il y a des amendements qui se font chaque fois. Chaque fois qu'il y a élection. Donc au Bénin, c'est normal. Le problème, c'est que les politiciens ont souvent tendance à utiliser l'amendement de la Constitution comme un moyen pour s'éterniser. C'est ça qui fait le mal au Bénin. M. Fassinou, quelle est votre approche sur la question? Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure, et que en fait, en réalité, ces personnes étrangères, c'est-à-dire ces nouvelles personnes au système politique ne devaient pas poser de problème. Mais si ça pose de problème aujourd'hui, c'est que les hommes politiques que nous avons, les hommes dits hommes politiques que nous avons au pays, ont fait de la manipulation et ont fait de récupération. Et le problème qui se pose ne se pose pas au niveau de la masse, ne se pose pas au niveau de la population, car c'est ces hommes politiques-là qui disent à la masse ce qu'ils doivent dire, quelle réaction ils doivent avoir par rapport à telle ou à telle personne. En réalité, c'est ça. Ce n'est pas que ces gens-là sont rejetés. Ils ne sont pas rejetés, mais c'est, je le dis, une récupération, une manipulation. Chacun doit
tirer le drap de son côté afin de pouvoir sortir, c'est pas Monsieur Georges, par rapport à... un instant. Monsieur Georges, votre appréciation de son intervention. Non, je pense que ça reflète une partie de la chose. Mais moi, j'aime souvent aller en profondeur. C'est la conséquence de la conférence nationale et de la, et de la constitution de 1990 parce que les hommes politiques, d'abord, on n'a jamais réglementé le financement des partis politiques et des élections. Jamais. Donc, les hommes d'affaires étaient puissants et étaient des faiseurs de roi. Aujourd'hui, les rôles ont changé. Et du coup, les hommes politiques qui étaient servis par l'argent des autres sont devenus maintenant des serviteurs. Regardez un peu les alliances. D'accord. C'est pas les hommes politiques qui s'allient. Garder la parole. Okay. Monsieur Ambroise, ne pas votre approche de son intervention. Effectivement, comme il le disait, en fait, ce n'est pas le choix des personnes qui posent problème ou bien le fait que les gens viennent de l'extérieur qui pose problème. Le vrai problème, vous le savez, c'est que ces personnes sont de moralité douteuse. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez un peu la constitution, c'est parce que ceux qu'on a choisis, ou bien ceux qu'ils ont choisis et qui viennent de l'extérieur, sont de moralité douteuse. Alors que la constitution a prévu, la constitution a été claire, qu'il faut de bonne moralité. Tout à fait. Bon, nous allons passer à la conclusion. Monsieur Coutou, votre conclusion. Moi, pour conclure, je vais dire que c'est très intéressant. Et c'est comme un arbre qui a porté des fruits et les fruits ont mûri. Nous sommes arrivés à la maturité. Et la maturité nous montre que le fruit n'est pas ce qu'on pensait de l'arbre. Et le fruit a donné autre chose. Je comprends les frustrations, mais je pense que c'est ceux qui sont frustrés, c'est eux qui doivent devenir matures. Parce que les hommes d'affaires ont leur place en politique. Tout à fait. La loi, la constitution béninoise donne droit à quiconque qui est électeur d'être éligible au poste de président de la République. Et ça, il ne faut pas l'ignorer. Merci. Merci beaucoup. Je vais simplement dire que je ne suis contre la candidature des personnes. Ça là, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Mais cependant, je demande aux auditeurs ou à tout le monde de faire cet exercice, d'aller retirer les cartes et que de ne pas suivre l'argent ou de ne pas suivre la foule, mais de suivre celui qui peut faire. J'invite spécialement les partisans de ABT Abdoulaye Biotchane, ça je le dis publiquement, donnez-moi cette opportunité. Je les invite spécialement à aller exprimer leur vote et le reste, on verra. Monsieur, je crois que nous sommes à la fin. Fini pour dire, effectivement, comme mon frère l'a dit, je suis allé, moi, retirer déjà ma carte d'électeur et j'invite tout le monde à aller le faire parce que c'est à ce seul prix que nous allons pouvoir exprimer notre volonté et que nous voudrions que notre volonté soit respectée, que les unes soient respectées. Car toute tentative de venir à la fraude sera sanctionnée. Vous avez compris. Merci. Monsieur Tito. Ouais, pour conclure, ne pas répéter ce que certains ont dit, effectivement, moi je trouve que cette démocratie a apporté beaucoup de maturité et beaucoup de clairvoyance aux Béninois qui réalisent aujourd'hui effectivement et qui ne se laissent pas duper. Et je pense qu'ils sont assez matures pour pouvoir prendre la bonne décision et de façon à ce que le Bénin aille de l'avant. Monsieur Léon, votre mot de conclusion. Oui, merci monsieur, et c'est d'ailleurs un plaisir pour moi de participer à ce débat et je vous remercie monsieur Béninfo pour l'organisation des débats pareils. Et en mot de fin, je dirais seulement à mes amis, mes frères, mes parents béninois, l'enjeu de 2016 est grave. L'enjeu qu'il faut mettre à la tête, dans votre tête, que chacun mette dans sa tête, le 28 ou le 6 mars, puisque la date de l'élection a été reportée au 6 mars, l'enjeu qu'il faut mettre à la tête est de savoir, pour faire un vote, il faut se demander, qu'est-ce que je veux de demain?
est-ce que si je suis étudiant, celui que je veux voter, est-ce qu'il me permettra d'avoir un boulot après avoir fini mes études? Si je suis vendeur dans un marché, est-ce que celui que je veux prendre me permettra de vendre assez et de subvenir à mes besoins? Si je suis un simple adulte à la maison, un retraité, est-ce que celui que je veux prendre me permettra d'avoir mes salaires de retraite à temps et non attendre un an? Si celui-là que vous voulez voter pourra vous donner tout ce que vous voulez pour le bien-être et le bien-vivre de vous-même, alors prenez cette personne. Et je ne peux que vous demander de regarder Lionel Zinsou comme le candidat qui pourra vous donner tout cela. C'était Bénin Info sur Diaspora Echo depuis Washington DC.